Bonjour chers étudiants, nous continuons dans cette vidéo à traiter les exercices de la série 2. Et je rappelle que cette série a comme but l'étude de la stéréoisomérie. Et nous allons commencer par cet exercice qui traitera les différentes représentations d'une molécule organique, à savoir la représentation de Neumann, la représentation de Fischer et la représentation de Cram. Il est à noter que le passage d'une représentation à l'autre est possible, et ce, en respectant un certain nombre de règles. Et commençons par le passage d'une représentation de Neumann vers une représentation de Cram. Et pour ce faire, il faut déterminer d'abord les atomes ou bien groupes d'atomes appartenant au même plan, qui sera dans une représentation de Cram sur le plan. C'est-à-dire, à partir d'une représentation de Neumann, et à partir de l'emplacement de l'observateur, je peux déterminer facilement les atomes ou bien groupes d'atomes appartenant au même axe ou bien même plan. Dans notre cas, nous avons le carbone qui est en avant, qui est lié à un carbone de méthyle, lié au carbone d'arrière, lui-même lié à un phényl. Donc, notre plan est formé par les deux carbones, méthyle et phényl. Les autres éléments ou bien les autres groupes sont soit en avant, soit en arrière du plan. Dans notre cas, l'aldéhyde et l'hydrogène sont en avant du plan et l'hydrogène et le méthyle sont en arrière du plan pour proposer la structure suivante. Voilà, nous avons le plan formé par le méthyle, carbone de l'avant, carbone de l'arrière et le phényl. L'aldéhyde et l'hydrogène sont en avant du plan formé par phényl, carbone, carbone, méthyle, et l'hydrogène et le méthyle sont en arrière. Pour la deuxième molécule, nous avons une représentation de Fischer, donc il faut convertir en une représentation de Cram. Alors, dans une représentation de Fischer, nous avons la chaîne verticale qui, par convention, toujours en arrière, et sur une Cram, elle sera sur le plan, et une représentation horizontale, par convention, elle est toujours en avant, et qui sera dans une représentation de Cram sous forme de concavité. Alors, nous avons dans un premier temps la structure suivante. Voilà, on a dit que la chaîne verticale, elle sera toujours en arrière, et la chaîne horizontale en avant. Donc, en représentation de Cram, on a dit que la chaîne verticale sera sur le plan, elle est sur le plan, comme le montre la présentation suivante, et la concavité, elle est formée par la chaîne horizontale, pour avoir l'hydrogène en avant et le groupe amine en arrière. Et la troisième molécule représente une présentation de Cram qu'il faut la convertir en une représentation de Fischer. Et pour ce faire, la première des choses, c'est d'identifier la chaîne principale qui sera dans une représentation de Fischer d'une manière verticale. Alors ici, nous avons 1, 2, 3, 4 carbones, donc c'est la chaîne la plus longue et qui comporte les fonctions principales. La fonction principale, ou bien le carbone le plus oxydé, ou bien appelé le carbone portant l'indice le plus bas, doit être en haut, comme le montre la chaîne verticale suivante. Qu'est-ce qu'il reste? Reste à placer les chaînes horizontales. Et pour ce faire, d'abord, il faut déterminer l'emplacement de l'observateur. On a dit que l'observateur doit remarquer ou bien observer la molécule à partir de la concavité. Et pour ce faire, normalement, le bonhomme ou bien l'observateur doit se mettre au-dessus de la molécule pour voir la molécule à partir de la concavité. Donc, il va voir les hydroxys à sa droite et les hydrogènes à sa gauche. Donc, la représentation de Fischer avec les hydroxys à droite et les hydrogènes à gauche. Nous passons maintenant à étudier les règles séquentielles de Cain-Ingold des prélogues, et ce, pour déterminer la priorité des différents groupements liés à un carbone asymétrique pour donner les stéréodescripteurs R et S, ou encore à un carbone hybridé sp2 pour donner les isomères géométriques Z et E. Et commençons par la première série, dans laquelle nous avons l'acide carboxylique, ester, alcool
et un carbone lié à 2 méthoxy et un méthyle. À noter qu'une double liaison est équivalente à 2 simples liaisons. Alors ici, nous avons une double liaison carbone-oxygène, donc elle est équivalente à 2 simples liaisons carbone-oxygène. Donc pour comparer entre les 4 groupements, il faut commencer d'abord à comparer l'atome ou bien les atomes du premier rang. Alors ici, nous avons que du carbone dans le premier rang, c'est-à-dire il y a une équivalence. Il faut passer maintenant aux atomes du deuxième rang. Alors ici, pour l'acide carboxylique, nous avons 3 oxygènes. La même chose pour l'ester, 3 oxygènes, donc il y a équivalence. Il faut passer au troisième rang. Donc si je compare entre les deux, donc hydrogène, ici nous avons un carbone. Donc la priorité est donnée à l'ester. Donc l'ester est prioritaire par rapport à l'acide carboxylique. L'acide carboxylique est prioritaire par rapport au quatrième groupement qui comporte que 2 oxygènes. Et ce dernier est prioritaire par rapport à l'alcool qui a un seul oxygène dans le deuxième rang. Donc, on peut avoir l'ordre suivant. Nous avons dans un premier temps les esters, ou bien l'ester, puis l'acide carboxylique, suivi par le carbone qui est lié à 2 méthoxy, puis nous avons l'alcool. Pour la deuxième série, nous avons amide, vinyle, émine et nitrile. Elle a noté que la double liaison carbone-oxygène est équivalente à 2 simples liaisons carbone-oxygène. Pour la double liaison carbone-carbone est équivalente à 2 simples liaisons carbone-carbone. Pour l'imine, la double liaison elle est équivalente à 2 simples liaisons carbone-azote. Et pour le nitrile, la triple liaison est équivalente à 3 simples liaisons carbone-azote. Donc ici toujours, dans le premier rang, nous avons les carbones. Donc il faut passer aux atomes du deuxième rang. Alors pour les atomes du deuxième rang, donc la priorité, elle est donnée aux amides puisqu'elle contient l'oxygène, dont le numéro atomique est supérieur à celui du carbone et de l'azote. Donc après l'amide, nous avons le nitrile qui comporte 3 atomes d'azote dans le deuxième rang, suivi par l'imine dans lequel on a 2 azotes. Et en dernier lieu, nous avons la double liaison carbone-carbone ou bien vinyle qui comporte 2 carbones. Donc pour avoir l'ordre suivant. Amide, suivi par nitrile, puis l'imine et le vinyle. Pour la troisième série, nous avons cyclohexane, benzène et une triple liaison carbone-carbone. Donc pour comparer entre les trois, nous avons premier rang que des carbones, donc il faut voir les atomes du deuxième rang. Alors pour le deuxième rang, pour le cyclohexane, nous avons carbone, carbone et un hydrogène. Donc carbone, carbone, hydrogène. Pour le benzène, puisqu'elle a une double liaison carbone-carbone, donc il est équivalent à 2 simples liaisons carbone-carbone. Donc nous avons dans le deuxième rang 3 atomes de carbone. Donc il est prioritaire par rapport au cyclohexane. Si je compare maintenant le benzène par rapport au nitrile, nous avons aussi dans le deuxième rang 3 atomes de carbone. Donc il y a équivalence. Raison pour laquelle il faut voir les atomes de troisième rang. Alors pour les atomes de troisième rang, alors pour le nitrile, nous avons 2 carbones, alors que pour le benzène, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc la priorité est donnée au benzène. Et si je compare nitrile ou bien la triple liaison par rapport au cyclohexane, nous avons 3 carbones contre 2 carbones. Donc la priorité, elle est donnée à la triple liaison carbone-carbone. Donc, le classement est le suivant. Nous avons le benzène, suivi par la triple liaison carbone-carbone, puis le cyclohexane. Alors, les photos suivantes représentent en quelque sorte ce qui est connu dans l'histoire par la tragédie médicale de la thalidomide. À noter que le thalidomide est un médicament utilisé dans les années 1950-1960 comme sédatif et anti-nausée, notamment chez les femmes enceintes. Or, il a été découvert qu'il est à l'origine de graves malformations congénitales. Si nous examinons la molécule de thalidomide,
nous remarquons la présence d'un carbone asymétrique. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux énantiomères possibles, l'énantiomère S et l'énantiomère R. Et c'est avéré par la suite que c'est l'énantiomère S qui est responsable de ces malformations congénitales. Donc, c'est un produit tératogène. Alors que l'énantiomère R, elle est non toxique et elle est utilisée aujourd'hui comme étant un anticancéreux. D'où la nécessité de maîtriser la chiralité dans une molécule organique. Et nous allons dans cet exercice étudier la chiralité des trois molécules et étudier par la suite la relation qui existe entre les trois molécules. Alors, pour la chiralité, on a dit que la chiralité, donc c'est tout simplement la caractéristique d'une molécule qui comporte un carbone asymétrique. Et un carbone asymétrique, c'est tout simplement un carbone lié à 4 substitutions différentes. C'est le cas de ces trois molécules. Alors ici, nous avons notre carbone asymétrique. Il est lié d'abord à un hydroxy, à un carbone, hydrogène et un CH2CH3. Donc voilà, c'est un carbone asymétrique puisqu'il comporte 4 substitutions différentes. Alors, c'est-à-dire, puisque nous avons un carbone asymétrique, nous avons deux énantiomères possibles, soit R ou bien S. Donc, étudions la nature de l'énantiomère pour cette molécule. Alors, et pour ce faire, il faut tout d'abord commencer par établir l'ordre de priorité des différents atomes ou bien groupes d'atomes. Et pour ce faire, il faut établir tout simplement les règles séquentielles de Cain-Ingold et Prelog. Donc, nous avons le classement suivant, puisque le chlore, il est prioritaire par rapport à l'oxygène, prioritaire par rapport au carbone et prioritaire par rapport à l'hydrogène. Donc, nous avons 1, 2 et 3. Il faut voir maintenant le sens de défilement des trois groupes, ou bien la rotation. Alors ici, nous avons la rotation 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est la rotation de sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, nous avons R. Or, l'hydrogène, il est en avant. Le R devient S. R devient S. La même chose pour la deuxième molécule. Nous avons oxygène, chlore et hydrogène et un CH2. Selon les règles séquentielles Cain-Ingold et Prelog, nous avons le classement suivant. Maintenant, la rotation. La rotation se fait contre le sens des aiguilles d'une montre. Contre le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire S, mais puisque l'hydrogène est en avant, donc il devient R. Pour la troisième molécule, après l'ordre de priorité selon les règles séquentielles Cain-Ingold et Prelog, nous avons 1, 2, 3. Le sens de défilement 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est-à-dire nous avons un sens contre les aiguilles d'une montre, c'est-à-dire S. Or, l'hydrogène est en avant, il faut inverser. Le S devient R. Donc, pour avoir l'énantiomère S et deux énantiomères R. Alors ici, nous avons la même molécule avec même configuration. C'est-à-dire ici, on a, pour passer d'une molécule à l'autre, on a effectué une rotation selon l'axe CO. Donc CO, donc les deux molécules ou bien la relation entre les deux, ce sont des conformères. L'un est le conformère de l'autre. On passe d'une conformation à l'autre par une simple rotation autour d'une liaison sigma. Alors maintenant, pour les deux autres, nous avons R qui devient S, c'est-à-dire que les deux molécules, l'une est l'image de l'autre, dans un miroir. C'est-à-dire ce sont des énantiomères. Et toujours dans le cadre de la chiralité des molécules, donc l'exercice suivant traite donc la chiralité pour des molécules contenant deux carbones asymétriques. Alors deux carbones asymétriques, donc c'est l'équivalent de 4 stéréosomères, puisqu'on a dit le nombre de stéréosomères, c'est 2 à la puissance n, avec n et le nombre de carbones asymétriques. Alors maintenant, reste à établir la relation de stéréosomérie existante entre les différents stéréosomères possibles. Et pour donner la relation de stéréosomère entre les différents stéréosomères, il faut tout d'abord attribuer les stéréodescripteurs R et S pour chaque carbone asymétrique. Et de la même manière que l'exemple précédent, c'est-à-dire la première des choses, c'est
de donner la priorité des substitutions différentes, c'est-à-dire attribuer ou bien établir l'ordre de priorité selon les règles séquentielles Kain-Ingold et Taylor pour chaque carbone asymétrique, ou bien pour chaque atome ou bien groupe d'atomes liés à un carbone asymétrique, et par la suite, voir le sens de défilement des différentes substitutions. C'est-à-dire, s'il défile dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R. Si par contre, il défile contre le sens des aiguilles des montres, ou bien la rotation s'effectue selon le sens des aiguilles d'une montre, c'est R. Contre le sens des aiguilles des montres, c'est S. Voilà, dans notre cas, on a trouvé pour A, c'est SS. Pour le D, c'est RR. C'est-à-dire que les deux molécules, l'une est l'image de l'autre dans un miroir. Donc, on va dire que A et D sont des énantiomères. Pour B et C, nous avons R qui devient S et le S qui devient R. C'est-à-dire, donc nous avons une molécule et son image dans un miroir. C'est-à-dire que B et C aussi sont des énantiomères. Alors, pour les autres, pour le reste des couples, c'est-à-dire une molécule du premier couple avec une autre du deuxième couple, ce sont des diastéréosomères. On a dit que les diastéréosomères sont des stéréosomères que ne sont pas énantiomères. Et aussi, de la même manière, il faut établir les relations de stéréosoméré entre les différents stéréosomères E, F, G et H. Et toujours, il faut commencer par donner la configuration absolue pour chaque carbone asymétrique. La configuration absolue, c'est tout simplement le fait d'attribuer le stéréodescripteur R ou bien S pour chaque carbone asymétrique. Et bien évidemment, en appliquant les mêmes règles séquentielles de Kain-Ingold-Prelog pour déterminer d'abord la priorité des différents substituants qui sont liés directement à un carbone asymétrique et par la suite, voir le sens de défilement des substituants ou bien le sens de la rotation. Alors, ici, on a trouvé donc E, c'est S, S, SS, et pour H, RR. C'est-à-dire que E et H sont des énantiomères. Donc, l'une est l'image de l'autre dans un miroir. La même chose pour G et F. Nous avons S qui devient R et R qui devient S. C'est-à-dire que les deux molécules sont l'une l'image de l'autre dans un miroir. C'est-à-dire sont des énantiomères. Et pour les restes, nous avons E et F, E et G, H et F, H et G sont des diastéréosomères tout simplement parce que ils ne sont pas des énantiomères. Ce sont des stéréosomères qui ne sont pas énantiomères. Donc, ce sont des diastéréosomères. Alors, l'avant-dernier exercice qu'on va traiter aujourd'hui concerne les isomères géométriques 6 et trans. Et je rappelle que les isomères géométriques concernent les composés contenant un carbone hybridé ou bien deux carbones hybridés sp2. Alors ici, nous avons le N2 dibromoéthylène, 4-méthylpente de N et le N4 chlorobutane-1,3-diène. Alors pour les trois composés, nous avons la présence de double liaison. Et commençons par le N2 dibromoéthylène. Donc N2 dibromoéthylène, donc la présence de la double liaison, automatiquement, il faut penser à l'isomère géométrique. Alors ici, nous avons les deux hydrogènes sont de même côté de la double liaison, c'est l'isomère géométrique 6. Ici, les hydrogènes sont de part et d'autre de la double liaison, donc on a l'isomère trans. À noter que puisque nous avons une seule double liaison, donc le nombre des isomères géométriques, c'est 2 à la puissance n, avec n, c'est le nombre de doubles liaisons, qui est égal à 1, c'est-à-dire que nous avons
deux isomères géométriques. 2 à la puissance 1 est égal à 2. Deux isomères géométriques. Toujours ici, nous avons 4 méthylpente de N. Nous avons la double liaison, une seule double liaison, 2 isomères géométriques. Les deux hydrogènes sont de même côté de la double liaison, donc c'est l'isomère géométrique 6. Et 6, c'est l'isomère géométrique trans, puisque les deux hydrogènes sont de part et d'autre de la double liaison. Pour la troisième molécule, nous avons un 3-diène, c'est-à-dire que nous avons deux doubles liaisons. Donc 2 à la puissance 2 est égal à 4. Donc, nous avons 4 isomères géométriques. Alors ici, pour la première double liaison, les deux hydrogènes sont de même côté de la double liaison. Donc nous avons 6. Ici, nous avons les deux hydrogènes sont de part et d'autre de la double liaison. Donc, c'est trans. Donc, on va appeler cet isomère géométrique le 1,6, 4 trans, dichlorobuta un 3-diène. Pour le second, nous avons, pour la première double liaison, nous avons les deux hydrogènes sont de même côté de la double liaison. Donc, c'est 6. Toujours, les deux hydrogènes sont de même côté de la double liaison. Donc, c'est 6. Donc, pour la nomenclature maintenant, on va dire c'est le 1,6, 4,6, dichlorobuta un 3-diène. Pour le troisième, nous avons, pour la première double liaison, les deux hydrogènes sont de part et d'autre de la double liaison, donc trans. La même chose pour la deuxième molécule, pour la deuxième donc double liaison, nous avons les deux hydrogènes sont de part et d'autre de la double liaison, donc c'est trans. Donc pour la nomenclature, on va dire c'est le 1 trans, 4 trans, dichlorobuta un 3-diène. Et pour le dernier, puisqu'ici nous avons les deux hydrogènes sont de part et d'autre de la double liaison, donc c'est le 1 trans. Ici, nous avons les deux hydrogènes sont de même côté de la double liaison, c'est l'isomère 6. Donc, pour la nomenclature, on va dire c'est le 1 trans, 4, 6, dichlorobuta un 3-diène. Elle est à noter que c'est l'un des deux carbones hybridés sp2 porte deux substitutions identiques. Deux substitutions identiques. Dans ce cas, on va dire que les alcènes portant deux substitutions identiques ne présentent pas de stéréoisomères. C'est-à-dire il n'y a pas d'isomérgie géométrique. Alors après l'isomérie géométrique, c'est trans. Toujours dans le cadre des composés éthyléniques ou bien des composés présentant deux carbones hybridés sp2 liés par une double liaison. Nous allons maintenant étudier les configurations Z et E de quelques molécules. Nous commençons par la molécule suivante. Alors ici, nous avons un composé éthylénique. Nous avons deux carbones hybridés sp2. Donc la première des choses, c'est qu'il faut comparer entre les deux substitutions qui sont liées aux deux carbones asymétriques. C'est-à-dire, il faut comparer entre nitrile et acide carboxylique et entre hydroxy et tertiobétyle. Alors ici, selon les règles séquentielles Cain-Ingold des prélogues, nous avons nitrile, une triple liaison entre carbone et azote. Elle est équivalente à 3 simples liaisons carbone-azote. Donc, il faut comparer entre carbone-carbone. Il y a équivalence premier rang, donc il faut passer aux atomes deuxième rang. C'est-à-dire, il faut comparer entre azote et oxygène. Donc, la priorité est donnée à l'acide carboxylique, puisque l'oxygène est prioritaire par rapport à l'azote. Donc, le numéro atomique de l'oxygène est supérieur à celui de l'azote. Donc, 1 et 2. Par la suite, il faut comparer entre O et C. Donc, l'hydroxy est prioritaire par rapport au tertiobétyle, tout simplement parce que le numéro atomique de l'oxygène est supérieur à celui du carbone.
Donc 1 et 2. Alors, puisque les deux groupes d'atomes prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison, c'est-à-dire opposés, c'est l'isomère E. Et pour la nomenclature, il faut précéder la nomenclature systématique de notre molécule par E en italique, qui signifie que la double liaison présente l'isomère géométrique E. Ils sont opposés. Les deux groupes d'atomes prioritaires sont de part et d'autre de la double liaison. Pour la moitié suivante, toujours il faut comparer entre les groupes d'atomes liés au carbone hybridé sp2. C'est-à-dire ici, il faut comparer entre l'acide carboxylique et l'amine. Ici, il faut comparer entre l'oxygène et le carbone. Donc, nous avons ici carbone, azote. Donc, l'atome de premier rang, nous avons carbone, azote, donc la priorité donnée à l'azote. Donc, 1 et 2. Et ici, nous avons oxygène à carbone, donc 1 et 2. Donc, les deux groupes d'atomes prioritaires se trouvent de même côté de la double liaison. Donc, c'est l'isomère Z. Donc, la nomenclature systématique doit être précédée par Z en italique, indiquant que les deux groupements prioritaires se trouvent de même côté de la double liaison. Pour la troisième molécule, donc toujours nous avons un composé éthylénique, donc il faut comparer entre les substituants de deux carbones hybridés sp2. Donc nous avons pour le premier carbone, nous avons hydrogène-carbone, donc la priorité est donnée donc au carbone, donc 1, 2. Et si je compare entre carbone, premier rang, donc il faut passer deuxième rang. Deuxième rang, nous avons hydrogène. Et ici, nous avons deuxième rang, oxygène. Donc 1, 2. Donc les deux groupements prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison. C'est-à-dire ils sont opposés, c'est antigène, c'est E. Donc, pour la nomenclature, systématique de notre composé sera précédée par E en italique, indiquant que les deux groupements prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison. Alors, pour la quatrième molécule, nous avons deux doubles liaisons. Alors, deux doubles liaisons, automatiquement, nous avons quatre isomères géométriques. D'abord, les isomères géométriques en relation avec la première double liaison et par rapport à la deuxième double liaison. Donc, nous avons d'abord, pour la première double liaison, nous avons 1, 2, puisque nous avons ici chlore, ici nous avons carbone, ici nous avons hydrogène et carbone. Donc 1, 2. Donc cette double liaison, nous avons E, puisqu'ils sont de part et d'autre de la double liaison. Alors pour l'autre double liaison, nous avons hydrogène, carbone, donc 1, 2, et ici nous avons carbone, hydrogène. Donc cette double liaison adopte la géométrie aussi, la géométrie E. Donc on va dire pour la nomenclature, donc il faut précéder la nomenclature isylobien systématique par E, qui signifie que les deux doubles liaisons adoptent la géométrie E. Alors, pour cette molécule, nous avons deux doubles liaisons. Alors, automatiquement, nous avons deux doubles liaisons. 2 à la puissance 2, c'est-à-dire nous avons quatre possibilités, ou bien quatre isomères géométriques. Donc, soit Z, Z, ou bien E, ou bien ZE, ou bien EZ. Très bien. Alors, par la suite, il faut penser à identifier chaque carbone. Et pour identifier chaque carbone, c'est-à-dire c'est tout simplement, c'est la numérotation selon les règles de l'IUPAC. Donc, il faut donner au carbone de la fonction principale l'indice le plus bas. Alors ici, comme fonction principale, nous avons aldéhyde. Donc, nous avons 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire que nous avons deux doubles liaisons. La première double liaison au niveau du carbone 2 et la deuxième au niveau du carbone 4. Voilà. Donc, par la suite, il faut maintenant attribuer les stéréodescripteurs Z et E pour chaque double liaison. Alors ici, nous avons 1, 2, parce que nous avons ici oxygène et ici nous avons carbone. Donc 1, 2,
Et ici, nous avons 1, 2, carbone, hydrogène. Donc, pour cette double liaison, nous avons les deux groupes prioritaires, ou bien les deux groupements prioritaires, donc se trouvent de même côté de la double liaison. Donc, elle adopte la configuration Z. Pour la deuxième double liaison, c'est-à-dire la double liaison au niveau du carbone 4, nous avons 1, 2, et nous avons 1, 2. C'est-à-dire que les deux groupements prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison. C'est-à-dire, elle adopte la configuration E. Donc nous avons Z et E. Z pour le carbone 2 et E pour le carbone 4. Donc, dans la nomenclature, donc, après avoir nommé le composé selon la nomenclature systématique, donc il faut ajouter quoi? Il faut ajouter tout simplement les configurations Z et E, comme j'ai déjà dit, pour la double liaison au niveau du carbone 2, c'est Z. Et pour la double liaison au niveau du carbone 4, nous avons E. Alors, pour les deux dernières molécules, nous avons toujours une double liaison, mais attention ici, donc ce n'est pas une liaison carbone-carbone, mais c'est une liaison entre carbone et azote. Alors ici, donc, on peut considérer donc le doublet libre de l'azote comme un substituant dans les deux exemples. Alors, et commençons par le premier. Alors, nous avons le doublet libre de l'azote par rapport à l'isopropyl. Donc, l'isopropyl est prioritaire. Donc, nous avons 1, 2. Ici, nous avons hydrogène, méthyle. Donc, 1, 2. Tout simplement. Donc, pour cette double liaison de l'imine, nous avons les deux groupements prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison. Donc, nous avons l'isomère E, un antigène qui signifie opposé. Donc, voilà. Donc, on va dire que c'est E-imine. Ou bien, après avoir nommé le produit selon les règles de la nomenclature systématique de l'IUPAC, il faut précéder le nom par E, indiquant que les deux substitutions prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison. Alors la même chose pour l'imine. Ici nous avons imine. Avec un hydroxy sur l'azote, il devient oxyme. Mais quel type d'oxyme? Donc toujours nous avons un doublet libre de l'azote. Donc nous avons 1, 2, 1, 2. Donc 1, 2. Pour le carbone hybridé sp2, nous avons 1, 2. Les deux groupements prioritaires se trouvent de même côté de la double liaison. Donc nous avons la configuration Z. Donc c'est le Z-oxyme. Et sur ce, je termine donc cette série et je donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre série de chimie organique. Merci pour votre attention.